Bonjour à tous, merci d'être venu à cette webconférence et de me donner l'occasion de parler avec vous de la transition écologique. Merci aussi à Verbe Le Terre et à Estuaire Sud de m'avoir invité. Ok, donc voilà, donc je m'appelle Nicolas Falampin, je suis cadre public dans les politiques de l'environnement et donc je suis aussi le fondateur de Solutions Locales, qui est un média positif dédié à la transition écologique et aux moyens de la mettre en œuvre dans les communes françaises durant le mandat qui commence. Voilà, donc en fait, j'utilise mon expérience concrète, mes connaissances en droit public et en politique de l'environnement pour proposer des solutions concrètes adaptées aux maires avec le discours que j'adopterai moi pour parler à mes élus, pour dire voilà comment on peut faire pour mettre en œuvre cette politique. Voilà, donc c'est vraiment le point de vue que j'adopte pour avoir pour convaincre directement un élu de mettre en œuvre la transition sur son territoire. Voilà. Et donc, en fait, la présentation qui va suivre découle directement des travaux que je mène aussi sur mon blog. En fait, engager la transition écologique, ce n'est pas seulement agir contre le réchauffement climatique, contre les changements climatiques, comme on peut le croire au premier abord. Il s'agit avant toute chose de se prémunir contre d'autres problèmes, d'autres vulnérabilités qui peuvent frapper les communes françaises et donc menacer aussi le processus de la transition. Donc, en fait, on peut percevoir 5 risques majeurs à moyen terme. Il n'y a pas de classement particulier entre les 5 risques que je vais vous présenter là. Ils existent tous les 5. Ils peuvent tous survenir dans les 20 prochaines années. Et c'est même pas une liste exhaustive. Là, je vous présente ceux qui, de mon point de vue, d'après mes recherches, sont les plus importants. Mais on pourrait encore en voir d'autres. Et d'ailleurs, je parle aussi des autres problèmes sur mon blog. La première vulnérabilité, c'est celle des énergies fossiles. En fait, le pic de production de pétrole conventionnel, donc celui qui est tiré directement du sol, a été atteint en 2008. Mais la production a continué à augmenter grâce à d'autres formes de pétrole, comme le pétrole offshore, les agrocarburants ou les sables bitumineux. De ce fait, en fait, il devient de plus en plus difficile d'extraire du pétrole, puisque ce sont des formes non conventionnelles. Ce qui veut dire que le taux de retour sur investissement, l'énergie produite par rapport à l'énergie investie est de plus en plus faible. Au début du XXe siècle, ce taux était de 1 baril investi pour 100 barils récoltés. En ce moment, il est de 1 baril investi pour 12 barils récoltés. Donc, c'est de moins en moins rentable. On doit aller de plus en plus loin. Et donc, ça veut dire que malgré les fluctuations qu'on a pu connaître ces derniers mois et qui étaient vraiment dues à la pandémie, le cours du pétrole va augmenter et des énergies fossiles en général va augmenter considérablement dans les 20 prochaines années et donc probablement conduire à des pénuries. Mais ce n'est pas le seul problème en matière de ressources du sol, puisqu'on peut aussi parler de l'épuisement des matières premières. C'est des matières premières que nous utilisons tous les jours. Leurs réserves sont elles aussi de plus en plus faibles. En fait, là, par exemple, on peut voir l'argent, il reste 29 ans, l'or, il reste 37 ans. Mais c'est en fait 37 ans en allant chercher tout en bas. Donc, c'est-à-dire que les réserves faciles, il en reste très peu. Et donc là aussi, ça va créer des problèmes de pénurie et de flambée des prix, surtout que ce sont des matériaux qui sont indispensables à la vie de tous les jours, qui servent à la construction, à l'électronique, à la production d'énergie, etc. Le tableau en parle pas, mais on pourrait aussi parler du sable de construction. On estime qu'il reste peut-être 20 ans de réserve mondiale avant l'épuisement du sable de construction. C'est-à-dire que peut-être que dans 20 ans, on serait même plus capable de faire du béton. Et ça paraît dingue comme ça, hein, je sais, mais c'est une hypothèse crédible. Un autre problème qui va se profiler en France, c'est celui aussi des problèmes de production alimentaire. Et alors là, du coup, c'est un problème qu'on peut aborder en plusieurs points. Par exemple, notamment avec le problème de l'érosion des sols. Une érosion qui est provoquée par des pratiques de l'agriculture intensive, comme par exemple le labour, le tassement par les machines, l'usage de pesticides, la monoculture et ce genre de choses. Et en fait, ça fait disparaître concrètement des terres fertiles. On estime que dans les régions les plus touchées, comme celle qui s'affiche sur la carte que je présente, c'est 1 centimètre de terre arable qui disparaît chaque année. Une couche, le sol arable dans un champ, c'est peut-être 1 mètre, 1,50 m. Donc, ça a un effet concret et direct sur la productivité des sols. Alors là,
Pour la Normandie, on voit que la Normandie du nord, au-dessus du Havre, est directement menacée. Vous, du côté de Honfleur, Caen, ça va un peu mieux l'érosion des sols, mais c'est pas pour autant que vous êtes tiré d'affaire. En fait, on peut aussi parler du problème des sécheresses. Météo France a calculé que depuis 40 ans, la fréquence des sécheresses a été multipliée par 3 en France. Et en fait, à cet égard, le Calvados est lui particulièrement touché, puisque vous êtes dans le périmètre de ce qu'on appelle une zone de répartition des eaux souterraines, qui a pour effet de réduire les possibilités de captage de l'eau. Et alors là, ce qui veut dire que du coup, moi je ne connais pas vraiment le Calvados, mais que vous êtes déjà concerné en temps habituel par des problèmes de sécheresse, et que ces problèmes ne vont faire que s'accroître dans les 30 prochaines années. Alors, du côté de Honfleur, ça va, c'est plutôt du côté de Caen qu'il y a quand même des problèmes de sécheresse. Mais c'est un problème qui ne va faire que s'aggraver. Et c'est d'autant plus grave que la productivité des sols a décru, comme on l'a montré, et que pour compenser les pertes de productivité, on utilise des engrais azotés. Mais les engrais azotés contribuent directement au réchauffement climatique. Ils émettent des gaz à effet de serre, donc on va devoir s'en passer. Donc ça veut dire qu'on n'a plus les moyens de compenser, donc problème de production alimentaire encore une fois. Ça va arriver très vite aussi. Un autre problème, enfin le quatrième, c'est celui donc de l'effondrement des populations animales et végétales. Bon, ça c'est un problème dont on entend bien parler en ce moment. Là, on voit un tableau de WWF, donc qui montre bien la tendance sur les 10 dernières années. Donc bon, c'est un tableau qui a déjà 4-5 ans, donc vous voyez, donc on va dire c'est encore pire maintenant. Mais alors, on peut se dire, pour une commune, c'est pas très grave la disparition de la biodiversité, mais au contraire, parce que les insectes, les petits mammifères, c'est ce qui nourrit les sols, c'est ce qui aussi permet la propagation des espèces végétales. Donc ça a un effet concret sur les possibilités de captation carbone de l'environnement et en fait sur la vie des sols en général. Donc ça a encore un impact sur la production alimentaire. Voilà, et là je vous parle même pas non plus de tout ce qui est le recul des zones humides, des forêts tropicales, les récifs coralliens. On pourrait en parler longtemps des problèmes de la biodiversité. Et enfin, le cinquième et dernier problème systémique que je peux vous montrer pour l'instant, c'est aussi celui de l'imminence d'une crise économique. Là, on a cru qu'on allait avoir une crise économique avec justement l'effondrement de la bourse en mars, mais c'était seulement un signe avant-coureur. Mais en fait, les vrais indicateurs qu'on doit regarder, c'est par exemple celui de l'endettement. Alors, en 2008, la crise qui est arrivée était justement une crise de l'endettement. Des personnes n'étaient plus capables de rembourser, ce qui a provoqué des faillites en cascade et un manque de liquidité. Le manque de liquidité entraînant justement d'autres faillites. Et là, la dette a doublé depuis 10 ans, alors que dans le même temps, le PIB mondial n'a augmenté que de 30%. Or, justement, avec en même temps l'augmentation de la spéculation des microtransactions et de tout ce genre de pratiques boursières un peu scandaleuses, on peut se dire on court droit, encore une fois, vers une crise économique d'ampleur similaire à celle de 2008, même si, bon, on peut dire aussi que là aussi, on est dans une forme de crise économique avec la récession, mais c'est pas les mêmes mécanismes qui sont en œuvre. Voilà, là c'était les 5 premiers risques systémiques. Et en fait, en compilant tous ces risques, et bien d'autres encore, comme je le disais, on constate que tout s'accélère. Enfin, là, on se dirige de plus en plus vite vers le gouffre. Et le but de la transition, c'est en quelque sorte de ralentir cette tendance et de s'adapter à tous ces risques. Mais le problème, et je pense que vous en avez tous conscience, c'est qu'en plus de ces 5 vulnérabilités systémiques, il y a le changement climatique. Et le changement climatique, lui, va concerner tout le monde, et c'est la bataille qu'on ne peut pas perdre. C'est le risque majeur qui justifie à lui seul la transition écologique. Il faut en parler, et il faut en parler maintenant si on veut pouvoir changer les choses. Et donc, bon, un petit rappel quand même qui je pense, est nécessaire par rapport à ce qu'on appelle le changement climatique. Il est causé par l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, dont le CO2, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est juste que du coup, on a choisi le CO2 comme étalon pour calculer le changement climatique. Mais sinon, il y a aussi le méthane, la vapeur d'eau, les gaz réfrigérants. Voilà, il y en a plein. C'est juste l'étalon. Et en fait, du coup, ces gaz à effet de serre qui sont notamment issus de la combustion des énergies fossiles, s'accumulent dans l'atmosphère depuis le début de la révolution industrielle. Et alors là, à ce propos, moi, je peux vous donner une anecdote personnelle, parce que du coup, on voit que le changement climatique a commencé à peu près vers 1800.
Et alors moi, pour vous dire, je suis né en 1987. De 1800 à 1987, on a émis grosso modo 70, ce qu'on appelle des ppm, les particules par million, c'est-à-dire le taux de concentration du CO2 dans l'atmosphère. Du coup, on a émis 70 ppm entre 1800 et 1987. Et entre 1987 et 2020, on en a produit autant. C'est-à-dire qu'en 32 ans, le temps de mon existence, on a émis autant de CO2 qu'en 200 ans. C'est une véritable accélération qui nous rapproche du gouffre. Et en fait, du coup, pour l'anecdote, du coup, moi, je peux dire que je suis né en 349 ppm. Puisque du coup, au moment de ma naissance, on était à 349 ppm. Et là, du coup, sur le site que je vous mets en lien, vous pouvez regarder à combien vous en étiez à votre année de naissance. Mais bon, le faites pas, hein, ça fait peur. Le problème avec tout ça, c'est que bon, ça peut vous sembler exagéré de parler vraiment de crise climatique, mais en fait, on ne sait pas vraiment la trajectoire que l'on va adopter. Parce qu'en fait, tout dépend justement de plein d'hypothèses, de plein de ce qu'on appelle de points de bascule, de zones qui peuvent encore relâcher du CO2 dans l'atmosphère et dont on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont le faire. Par exemple, on parle souvent du permafrost du cercle arctique. Le permafrost, il a commencé à fondre, mais on ne sait pas à quel moment ça va être catastrophique. C'est pour ça que les projections pour 2100 dans les hypothèses actuelles vont de plus 3 à plus 7 degrés. Bon, plus 3 degrés, c'est pas terrible, mais alors plus 7, vous allez voir après, c'est vraiment très dur. Donc voilà, donc on voit sur ce graphique les records de température moyens que l'on pouvait observer en France. Et on voit que du coup, en Normandie, vous êtes pas mal. Mais Météo France a calculé ce que l'on pourrait atteindre en 2050 avec les trajectoires actuelles de réchauffement climatique. On peut voir que moi qui habite en Alsace, je ferais mieux de déménager, hein, parce que ça va être vraiment l'enfer d'ici 30 ans. Du coup, peut-être que je vais déménager à Honfleur, hein, parce que franchement, je pense que c'est le bon endroit où habiter d'ici 30 ans. Ou peut-être pas finalement, parce que d'après cette autre projection qui est réalisée à partir des montées du niveau de la mer, en fait, on estime que Honfleur pourrait être submergé d'ici la fin du siècle. Honfleur, mais aussi Le Havre, et même aussi une grosse partie de Caen. En fait, les projections vont de plus 80 à plus 220 cm de montée du niveau des mers, toujours en fonction des hypothèses retenues pour l'augmentation des températures. Et à plus 3 degrés, on est à 80 cm. Bon, alors 80 cm, je pense que ça ne suffit pas à submerger Honfleur, mais ça va quand même poser quelques problèmes. C'est pour ça que du coup, il faut aussi s'y mettre maintenant, parce que c'est un effet concret aussi pour le territoire de Honfleur. Hein. Et c'est pour ça, en fait, il faut vraiment s'y mettre maintenant, parce que dans 50 ans, il sera trop tard. Et si on atteint les plus 7 degrés, c'est pas un cadeau ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà. Bon, sur ces notes un peu tristes, on a quand même une solution. Hein. La solution, vous êtes là pour en discuter ce soir, c'est la transition écologique. Et alors, pour parler de la transition écologique, je vais introduire d'abord les personnes qui, à mon sens, sont vraiment à l'origine du concept. À gauche, vous avez Denis Meadows, donc, qui est l'auteur du rapport du Club de Rome. À droite, vous avez Rob Hopkins. Donc, Denis Meadows, vous connaissez le Club de Rome, justement, les projections un peu catastrophiques sur l'avenir de notre civilisation vers 2020. Et en fait, on se rend compte que ces projections se réalisent. On est à peu près dans le schéma de ces courbes. Et Rob Hopkins, lui, à l'inverse, du coup, il a vraiment créé le terme de transition écologique en disant comment on doit faire, alors en Angleterre, mais aussi dans le reste du monde, pour lutter contre le changement climatique en revenant sur les territoires, en agissant au niveau de ces communes. Voilà. Et du coup, ces concepts ont été repris aussi par le ministère de la Transition écologique et solidaire, donc qui a vraiment écrit la définition de la transition écologique en France. Mais alors, cette définition est quand même assez différente de celle qui a pu être donnée par Rob Hopkins, parce que là, on parle vraiment de développement durable, de changer les pratiques, alors que Rob Hopkins, il est vraiment dans le rééquilibrage, dans l'idée que notre mode de vie est totalement déséquilibré et qu'il faut vraiment le changer radicalement. Et du coup, cette différence de conception, en fait, elle montre un peu aussi les idées qu'il y a derrière pour le ministère de l'Environnement en France. En fait, ce qu'on va voir, c'est que d'après les mesures qui ont été mises en œuvre, c'est que en France, on reste pour l'instant dans les affaires continues.
parce que par exemple, les mesures gouvernementales, il y a ce qu'on appelle le plan climat, air, énergie, territoire, que vous connaissez sans doute, puisque toutes les communes ils sont astreintes à partir de 20 000 habitants. Donc, j'imagine que le pays de Honfleur est lui aussi astreint à son PCAET. Mais en fait, généralement, c'est quand même un catalogue des mesures. Il n'y a pas de vraie cohérence là-dedans. Notre mesure dont on peut parler, c'est le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est vraiment l'idée de faire une comptabilité des émissions carbone du territoire à un moment donné. Et alors ça, c'est obligatoire à partir des agglomérations et sinon pour les grosses entreprises. Mais c'est vrai, c'est d'autant plus important que les administrations françaises représentent 10% de l'empreinte carbone totale. Donc, si on veut aussi réduire nos émissions, il faut commencer aussi par réduire celles des services publics. Alors, c'est une obligation depuis 2016, mais j'ai vérifié. Bon, alors, du coup, c'est bon parce que sur le territoire, vous n'êtes pas astreint, mais Le Havre et Caen n'ont jamais fait leur bilan carbone depuis 2016. Ils auraient dû en faire 2, ils l'ont jamais fait. Ça montre bien qu'il y a quand même un certain laxisme aussi au niveau gouvernemental par rapport aux mesures à mettre en œuvre pour la transition écologique. Et c'est révélateur avec la stratégie nationale bas carbone qui a été mise en œuvre justement depuis 2015 pour fixer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, ça fixe un objectif, mais si personne ne le respecte, il ne se passe rien. C'est ça le problème pour l'instant. Et c'est aussi ce qu'on peut voir en dernier avec le contrat de transition écologique, qui est en fait une formule proposée par l'État pour faire un contrat donc entre le ministère de la Transition et des collectivités locales. Mais en fait, ce contrat ne sert à rien. L'État ne va pas donner d'argent. C'est juste un territoire qui se fixe des objectifs de manière tout à fait volontaire, et c'est tout. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de financement, il y a un accompagnement de l'ADEME. C'est tout. Voilà. Donc autant dire que c'est pas que on va pas dans le bon sens parce qu'il y a quand même une urgence à agir. Là, par exemple, ce que je vous reproduis, c'est d'après le GIEC, ce qui nous reste d'émissions carbone avant de dépasser 1,5, 1,75 ou 2 degrés. Alors on peut se dire, là ça va, on est large, on dépense à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Bon, alors on n'est pas si large que ça, mais surtout le problème, c'est qu'il y a des pays qui ont beaucoup plus besoin d'émettre de CO2 que nous, notamment les pays du tiers-monde, parce qu'ils ont besoin de construire des infrastructures, des routes, des écoles, des hôpitaux, que nous on a déjà. Donc en fait, eux, ils vont atteindre leur neutralité carbone en 2050. Nous, on aurait besoin de l'atteindre en 2030. En tout cas, si on veut être juste dans la répartition du budget carbone, le problème, c'est que la stratégie nationale bas carbone a fixé l'objectif de 2050. Donc, si nous, on fait 2050 et que les autres pays en développement font 2050, eh ben, on dépasse largement les 2 degrés. Et donc, en fait, la stratégie actuelle de l'État français, c'est un peu celle de l'orchestre dans le film Titanic. Je pense que vous l'avez tous vu, cet orchestre qui continue à jouer pendant qu'on coule. C'est ça, en fait. On continue comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. On va trouver une solution. Mais non, c'est pas comme ça que ça va marcher, hein, malheureusement. Si on continue comme ça, comme je vous dis, c'est minimum plus 3 degrés fin du siècle, avec des effets catastrophiques comme on a déjà pu les anticiper. Dès lors, se pose en fait la question de la bonne échelle pour agir contre le réchauffement climatique. Et alors, pour l'instant, la tendance, c'est quand même de faire porter la responsabilité du changement sur les individus. Mais bon, soyons clairs, c'est pas les individus qui ont le pouvoir d'agir contre le changement climatique. Ça se passe plutôt au niveau justement du système des collectivités. J'en tiens pour exemple cette émission. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Moi, je l'ai pas vue, mais on m'en a parlé. C'était l'émission pour la Terre, donc qui a été animée par Nagui fin de l'année dernière. Et donc, qui disait qui essaie de déterminer les mesures que les Français étaient prêts à mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Ça a donné ça. Ça, c'est le top 10 des mesures que les Français sont à mettre en œuvre. Ça va pas, ça vole pas très haut. Par exemple, il y a seulement 60% des Français qui sont prêts à ne plus prendre l'avion, mais seulement pendant un an. Alors, donc, on ne sait pas si ça veut dire qu'ils sont prêts à arrêter totalement l'avion ou seulement à se serrer la ceinture temporairement, sachant que c'était la mesure la plus efficace. Donc, ça donne pas espoir. Et en même temps, c'est normal. C'est pas les individus en fait qui peuvent agir contre le changement climatique. Et donc pour ça, il faut revenir aussi sur la notion d'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est la somme des émissions de gaz à effet de serre émises en France.
Enfin, en tout cas sur un territoire. Alors là, le chiffre n'est plus bon, du coup ça a été actualisé, mais bon, j'ai gardé ce graphique. Mais là, en tout cas, bon, c'était en 2015. En 2015, l'empreinte carbone française était de 671 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Et en fait, du coup, c'est la somme de ce qu'émettent les ménages et de ce qu'émettent aussi les industries pour produire les produits que nous consommons en France. À ça, on ajoute les importations qui servent à la consommation des ménages et aux usines. Mais il faut faire attention parce que dans certains rapports, ils parlent de l'inventaire national. C'est la colonne de droite. L'inventaire national, c'est ce qu'on émet strictement en France, sans prendre en compte les importations. Mais en fait, ça ne marche pas cette méthode parce que comme on a énormément délocalisé les industries en France, ben en fait, la plupart des émissions de gaz à effet de serre industrielles qui servent la France sont produites en Chine, en Vietnam, en Thaïlande, ce genre de choses. Et du coup, ben en fait, si on veut être juste dans nos efforts, il faut rapatrier les importations, ce qui donne du coup quand même une différence de 50% entre les deux indicateurs. Et du coup, on peut aussi ramener cet indicateur de l'empreinte carbone au poste de dépenses des ménages. Alors, c'est une moyenne, évidemment. Donc, ce n'est pas forcément adapté à chaque situation. Là, on peut identifier 5 postes de dépenses vraiment importants. La voiture, la production d'énergie, les nouvelles technologies, la consommation de viande, les services publics. Par exemple, la voiture qui fait quasiment 2 tonnes, là, ce qu'on voit, ça correspond à un trajet moyen de 12 000 km par an avec une voiture. Voilà, 12 000 km en voiture, ça fait 2 tonnes de CO2. On voit aussi du coup les domaines les plus importants sur lesquels agir. Mais alors, on peut aussi voir ça d'une autre manière, c'est en utilisant l'outil de la pyramide de Maslow. Vous savez, cet outil qui détermine justement nos besoins, mais en fonction aussi de leur importance. Alors, on voit que du coup, là où il y a le plus d'émissions, donc plus de 8 tonnes, c'est justement les besoins les moins importants. C'est-à-dire ceux qui correspondent à prendre des vacances à l'étranger en avion, manger de la viande, ou manger en tout cas des bons repas, notamment à base de viande rouge, boire de l'alcool, avoir une grande maison bien chauffée avec peut-être une piscine, changer souvent de vêtements, changer de voiture souvent, avoir le smartphone à la mode, ce genre de choses. Alors que les besoins fondamentaux, ça ne représente que 4 tonnes. Mais 4 tonnes, c'est même pas, ça va pas non plus. Même les besoins fondamentaux sont trop, puisque en fait la stratégie nationale bas carbone dit que les émissions qu'on devrait avoir, c'est 2 tonnes maximum par Français par an d'ici 2050. Et en fait, du coup, il y a un bureau d'études qui s'appelle Carbone 4 qui a justement calculé les efforts qu'on peut faire au niveau individuel. Et leur conclusion est quand même assez claire, c'est qu'au niveau de l'individu, on peut seulement baisser de 2 tonnes nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, on pourrait aller jusqu'à 4 tonnes, mais il faudrait faire de très très gros efforts. Et en fait, la plupart des changements viennent donc des entreprises, des administrations, de l'industrie. C'est là où la plupart des efforts doivent venir. Le changement doit être collectif, parce que sinon, nous, individus, on n'est pas capable de mettre en œuvre ces changements nous-mêmes. Du coup, ça permet aussi de nous rapprocher de la transition écologique en disant que le véritable objectif, ça serait de baisser de 85% les émissions de gaz à effet de serre des Français. C'est ça qu'on doit viser. Et c'est ça le vrai défi de la transition écologique. Mais du coup, on peut voir comment on la met en œuvre concrètement, cette fameuse transition. D'abord, il faut utiliser un outil. Un outil, c'est celui de la résilience locale. Donc, je vous laisse lire la définition qui est dans le tableau. Cette résilience est vraiment importante parce que d'après le GIEC, on estime que la plupart des solutions pour lutter contre le changement climatique se font au niveau local. Donc, c'est vraiment les territoires, les communes, les communautés de communes, les agglomérations même qui doivent agir à leur échelle avec les pouvoirs qui sont les leurs pour agir contre le changement climatique. Et donc, pour cela, il s'agit de devenir résilient, c'est-à-dire de pouvoir surmonter ces crises en maintenant une qualité de vie minimale pour les individus, sans interrompre donc la vie sur le territoire. Pour ce faire, on peut repartir des pouvoirs du maire. J'ai identifié les 5 pouvoirs du maire qui permettent justement d'agir concrètement.
le premier pouvoir, c'est celui de décider, donc de faire des réglementations, d'interdire des choses, voire de réprimer des comportements. Mais il y a d'autres pouvoirs. Le pouvoir de transformer son territoire, notamment son administration, puisque du coup, on voit que les services publics doivent eux-mêmes être exemplaires. Et déjà, en agissant là-dessus, il y a un bon levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, en transformant son territoire, son administration, la commune devient exemplaire. En étant exemplaire, on peut influencer les ménages en disant « Regardez, c'est possible de mettre en œuvre la transition écologique. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on peut reproduire aussi au niveau des ménages. » En partant de là, pour le faciliter, il faut soutenir les filières vertueuses, c'est-à-dire en utilisant les outils du marché public et de la subvention, c'est aller donner l'argent là où il y a les industries du futur, les industries qui justement réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, le dernier outil, c'est celui de la mutualisation. Et là, du coup, c'est celui notamment entre les communes, et donc notamment à l'échelle intercommunale, de mutualiser le matériel et les agents pour réussir cette transition écologique. C'est notamment ce que je décris dans un de mes articles où donc, je montre aussi les agents dont on a besoin pour la transition écologique, mais c'est des agents qu'une petite commune ne peut pas forcément se permettre. Et par exemple, Honfleur, dont je crois que vous êtes à 8000 habitants, même à 8000 habitants, c'est pas facile pour vous d'avoir ces agents-là. C'est pour ça que du coup, le pays de Honfleur est vraiment l'échelle critique à partir de laquelle on peut réussir à mettre en œuvre la transition écologique. Autre chose à voir, c'est aussi les leviers de l'action publique. Je ne suis pas naïf. C'est aussi ce que je dis au collectif d'habitants que je rencontre. C'est du coup de partir aussi des motivations des élus pour agir. Les motivations de l'action publique, il y en a 5. Bon, je vais pas les lire, vous les voyez là. Et donc, il faut vraiment partir de là pour bâtir l'argumentaire. Mais c'est pas seulement l'argumentaire, c'est se dire que, par exemple, si les habitants sont contre la transition écologique, elle va jamais arriver. Que du coup, à la prochaine échéance électorale, l'équipe se fait renverser. Donc, c'est vraiment fondamental de partir de ça pour y parvenir. Et d'autant plus fondamental qu'on peut partir aussi d'un autre outil qui est celle de cette matrice du changement qu'on utilise pas mal pour justement parler justement des mesures à mettre en œuvre, en partant donc des mesures les plus faciles, les mesures qui sont faciles, donc qui n'impactent pas les libertés des personnes, qui ne coûtent pas cher et qui ont un impact concret. Et donc là, ça peut être par exemple soutenir le vélo, changer l'éclairage public, proposer des énergies renouvelables, mettre en place, protéger les trames vertes et bleues sur le territoire, en partant vers d'autres un peu plus compliquées, comme la rénovation énergétique, qui, elle, est très utile, mais qui coûte aussi très cher. Voilà, c'est en partant progressivement vers ces mesures-là qu'on peut réussir à mettre en œuvre la transition écologique sur son territoire. Et tout ça, donc, ça se fait en étapes. Et donc là, je vous décris quelques étapes, en partant notamment justement par cette étape d'impliquer les habitants. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Si les habitants ne sont pas au cœur du projet de transition écologique, il va se casser la gueule. Donc, il faut vraiment les informer dès le départ, leur rappeler l'urgence à agir, pourquoi il faut le faire, les avantages qu'on peut en tirer aussi, des avantages de production agricole, d'économie d'énergie, d'économie d'argent, et aussi donc leur donner le pouvoir de participer, de définir les échéances à mettre en œuvre, les priorités de la transition écologique locale. À partir de là, du coup, on découle le reste, les diagnostics, avoir les agents nécessaires au niveau intercommunal pour le faire, définir les objectifs, le plan d'action, et ainsi de suite. Et donc, on remonte toujours, comme je le montrais avant, les actions les plus faciles aux actions les plus compliquées. Et si vous avez besoin d'aide, si vous cherchez des guides, j'ai déjà, tous les guides dont vous avez besoin, peut-être pas tous, mais en tout cas une bonne partie sont disponibles sur mon site avec le lien que vous voyez là. Et du coup, on en arrive du coup à cette résilience. Cette résilience, donc, elle est permise grâce à tout ça. Et là, il y a vraiment 4 piliers de la résilience qui, de mon point de vue, sont vraiment ceux que l'on doit cibler pour lutter contre le changement climatique et arriver à cette transition. Donc, c'est d'abord l'énergie, qui permet des gains financiers assez conséquents pour la commune. C'est aussi l'alimentation qui permet de créer de l'emploi local,
la gouvernance, parce que du coup, comme je l'ai montré, avec la gouvernance, ça permet aussi d'aller plus vite, de voir ce dont ont vraiment besoin et envie les habitants. Et enfin, l'urbanisme. L'urbanisme qui donc, lui, permet aussi de protéger le territoire et donc justement aussi de faciliter les choses. Pour moi, l'urbanisme, c'est même le pouvoir clé, le pilier clé de la résilience. Du coup, là, on arrive vraiment au pouvoir du maire d'interdire ou d'autoriser. Et ça, c'est vraiment avec l'urbanisme qui peut faire tout ça. Voilà, là, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, avant de finir, donc, je vous présenterai quelques-uns des travaux sur lesquels je m'appuie pour faire cette présentation. Mais je dois quand même, avant de conclure, vous rappeler que nous n'avons vraiment que 10 ans pour agir. Nous n'avons que 10 ans en France si on veut rester au niveau mondial en dessous des 2 degrés et nous adapter à tous ces risques systémiques. En fait, on n'a pas vraiment de seconde chance. C'est ce mandat ou alors les choses vont empirer. C'est pendant ce mandat que les communes et les intercommunalités doivent agir pour nous diriger vers la transition écologique. Et encore, je pense qu'on peut le deviner aussi, c'est que la transition écologique, c'est même un terme qui ne suffit plus. Parce que quand on a 10 ans pour agir, on ne peut plus aller aussi lentement qu'une transition. Ce dont on a besoin, c'est une transformation radicale de nos modes de vie. Et donc, cette présentation avait justement pour but de renforcer la vision des élus sur le sujet, l'envie des habitants d'y aller. Voilà. Et si vous avez besoin de plus de choses, comme je le disais, vous le trouverez sur mon site. Et donc, la slide d'après est dédiée donc à ces ressources. Bon, je vous les présente pas, mais vous pouvez les consulter. La plupart de ces rapports se trouvent aussi sur mon site, mais avec le nom que vous trouvez, vous pouvez les trouver assez facilement. Voilà. Bon, je vais passer la slide. Comme je dis, du coup, vous la retrouvez sur mon site. Voilà. Donc, merci à tous pour votre attention. J'espère qu'elle vous a donné envie d'agir au niveau local pour la transition écologique. Je me suis noté 2 ou 3 questions. J'ai une première question par rapport au sable de construction. Quelle source on a par rapport au Mans? Parce que ce n'est pas les éléments dont je dispose, tout simplement. Et l'autre question, pareil, c'est pour la source par rapport. Qu'est-ce qu'on a comme source par rapport à la hausse de température sur le quart nord-est, enfin, ou même sur toute la France? J'ai vu qu'il y avait un 55 degrés qui était évoqué. D'où vient ce chiffre? Est-ce que vous pouvez répéter votre première question? Oui, je voulais savoir d'où venait la source qui disait qu'on n'aurait plus de sable de construction d'ici 20 ans et pourquoi. D'accord. La source, j'en ai pas sous les yeux à vous donner, mais alors si vous tapez pénurie de sable sur Google, vous verrez, il y a des documentaires qui sont consacrés à ça, avec aussi des rapports d'instituts géologiques nationaux qui montrent l'épuisement des ressources dans différents pays. Et donc, en fait, on n'en a plus parce que le sable qu'on a sur les plages, ce n'est pas forcément du sable de construction. Il y a différents types de sable. Et le sable qu'on utilise pour faire le béton, c'est aussi celui qu'on utilise pour faire les bouteilles ou pour faire les vitres. Et du coup, il y a tellement d'usages partout qu'en fait, il disparaît à vitesse accélérée. Alors que le problème, c'est qu'il y avait une étude récente de l'ADEME qui en parlait et qui j'en parle d'ailleurs sur Solutions Locales de cette étude, qui montrait que même si on voulait utiliser des matériaux biosourcés pour construire, on a quand même besoin de sable. Donc, en fait, la seule solution pour éviter la pénurie de sable, c'est vraiment de recycler les bâtiments, de recycler les matériaux, de faire ce qu'on appelle de l'urbanisme circulaire. Ouais, c'est un terme qui est à la mode chez les urbanistes en ce moment et qui montre bien ce qu'il faut faire. Et pour votre deuxième question, du coup, c'est un document de Météo France. Du coup, j'ai pas de lien non plus à vous donner, mais si vous tapez Météo France projection 2050, vous allez tomber très vite sur cette carte. Juste sur le sable, les éléments que j'avais, parce que j'étais aussi tombé sur ces reportages et ça m'avait aussi inquiété à la base. Ce qui se passe en fait, c'est que effectivement, c'est le sable qui est fourni naturellement dont on risque de manquer, donc celui qui a déjà été, donc le sable est issu de la roche. Et là, actuellement, ce qu'on utilise comme sable, ça va être du sable qui a été enlevé de la roche par l'érosion via les plantes et par l'eau.
Donc on récupère ça sur les plages ou ailleurs, ou dans les lits de rivière ou via les gravières. Donc effectivement, si on utilise uniquement ce sable, il y a problème. Par contre, j'avais consulté un ami donc, qui bosse dans ce secteur-là, dans le secteur du sable, et lui m'a dit qu'il n'était absolument pas inquiet, tout simplement parce que en fait, on est capable de broyer de la roche et donc d'obtenir du sable comme ça. Donc pour moi, ce truc-là n'est pas à retenir comme réel problème. Tant qu'on a de l'énergie, on peut l'extraire. Le problème du broyage de sable, c'est que ça consomme de l'énergie. Qui dit énergie, dit émission de gaz à effet de serre. Oui, ça dépend d'où on tire l'énergie. Ouais. Les Tessier. Bonjour, Yann Tessier. Je fais partie d'un collectif citoyen qui a porté le pacte pour la transition en Alsace d'ailleurs, dans le sud d'Alsace. Et en fait, Nicolas, vous avez dit un truc qui me paraît super important, qui est cette notion que sans la population, en fait, dans une commune, on peut rien faire. Moi, ce que je constate, peut-être que je suis un peu pessimiste, c'est que dans notre collectif, on est un noyau dur, par définition extrêmement proactif, extrêmement motivé, on partage tous les mêmes valeurs, mais on représente vraiment, je sais pas, 1% de la population, et que pour arriver à faire venir plus de monde, à faire venir une certaine masse critique, il y a une inertie incroyable. Et donc la question que j'aurais pour vous, c'est je ne sais pas est-ce que vous avez des tuyaux sur des méthodes, des choses qui permettent de générer cet engagement citoyen, en fait, d'arriver à créer ce dynamisme, mis à part bien sûr de passer par des crises comme celles qu'on vient de vivre et qu'on va vivre, qui vont peut-être secouer un tout petit peu les consciences et qui vont peut-être un peu nous aider. Mais d'une façon générale, comment vous faites pour engager les citoyens de façon à engager les politiques? Le Rob Hopkins, justement, dans son manuel de la transition, donne le mode d'emploi pour mobiliser les communautés. Alors, évidemment, on va pas réussir à mobiliser toute la population. Il y a les gens, enfin, voilà, on a une famille, on a autre chose à faire, on a des horaires décalés. Mais en tout cas, avec les méthodes qui sont dans le manuel de la transition, il y a des bonnes idées pour réussir à justement augmenter la mobilisation, donner une dynamique dans le village et réussir du coup à interpeller les élus sur le sujet. Vous avez des exemples à l'esprit, des choses qui vous viennent comme ça Non, enfin oui, si, l'exemple de Totnes. Totnes, c'est la ville où vit Rob Hopkins. Et du coup, c'est vraiment en partant de rien. Et en fait, Rob Hopkins, il a vécu 10 ans en Irlande, il était prof de permaculture. Et il est revenu vivre à Totnes. Et du coup, il a dit, bon, maintenant, il faut agir. Et justement, il a défini ses méthodes. Et en partant de rien, sans connaître personne, il a réussi par convaincre son village, sa commune d'agir, d'émettre une monnaie locale, de prêter des champs pour faire la production locale et ce genre de choses. Après, ça va peut-être pas marcher partout. Ça dépend évidemment de la volonté politique. C'est bon, il y a des élus qui seront forcément contre. Ça, bon, c'est compliqué. Mais c'est pour ça aussi que du coup, l'intérêt, c'est de réussir à avoir une dynamique citoyenne, mais qui est pas forcément dans l'opposition au maire. En se disant, à un moment, il peut pas ignorer cette dynamique. Enfin, on espère en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un cercle vicieux avec la bétonisation et avec l'urbanisation mondiale? Les populations sont plutôt confrontées à des paysages urbains avec du béton, et donc le contact avec la nature est un peu perdu. Donc le sentiment et l'intérêt pour quelque chose que l'on ne voit pas est plus difficile à susciter que pour quelque chose que l'on voit. Donc pour moi, c'est surtout rétablir ce contact-là de toutes les manières possibles, que ça soit en favorisant, en développant les espaces verts, et puis en multipliant les contacts qu'on peut faire et peut donner avec la nature. Oui, ça amène pas de réponse. T'as donné la question et la réponse en même temps. Monsieur Allaube. Je peux intervenir? C'est bon, vous avez la parole. Oui, Claude Blot, là, de Estuaire Sud. Oui, un petit complément sur le plan de la démocratie locale, c'est-à-dire comment essayer d'intéresser les gens à participer un peu plus à la démocratie locale, qui est un objectif évidemment très difficile à promouvoir, mais je crois qu'on doit pouvoir progresser là-dessus. Alors, il y a au moins un élément que je voudrais souligner, c'est que lorsqu'il y a des enquêtes publiques,
il faudrait que le citoyen y participe au maximum. Et tout à l'heure, Nicolas Follampin a évoqué le grand problème de l'urbanisme et des PLUI et des PLU en général. Je pense que si effectivement à ce moment-là, à ce niveau-là, il y avait une participation plus grande des citoyens, on aurait déjà gagné un peu et on éviterait, disons, la consommation d'espace qui effectivement est un problème majeur. Hein, je crois que dans une des questions, il est apparu l'idée de… j'ai toujours le micro là? Oui, complètement. Oui, j'ai plus l'image. Il est apparu l'idée disons, ça y est, j'ai perdu mon fil conducteur. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que la participation citoyenne au niveau des enquêtes publiques et des débats publics, c'est déjà un élément important qui permet d'associer les habitants aux projets locaux. Après, en la matière, il n'y a pas de… Enfin, il n'y a pas de miracle. La loi est faite de telle manière en France que c'est seulement la mairie qui peut accorder du pouvoir aux habitants. C'est pas les habitants, s'ils veulent plus de démocratie participative, du coup, il faut rentrer dans un conflit avec la mairie, dans un rapport de force. C'est possible, hein, il y a des méthodes, mais donc justement à travers les méthodes de Rob Hopkins, mais de toute façon, si derrière il n'y a pas la volonté des élus, ça peut pas avancer. Et même pour les PLU, hein, PLU, on peut avoir 1000 avis contraires à un PLU, mais si le commissaire enquêteur n'a pas envie d'écouter les citoyens, ça sert à rien aussi. Hein. Et là-dessus, on constate aussi un vrai recul du droit environnemental. Moi, je suis membre de France Nature Environnement. Et donc, chez France Nature Environnement, on constate vraiment cette tendance au recul de l'enquête publique sous ses différentes formes. C'est aussi bien pour les IPCE, donc les sites industriels, mais aussi pour d'autres projets et même pour les PLU. Hein. De toute façon, les préfets maintenant ont de plus en plus tendance à nommer des commissaires enquêteurs qui ne vont pas remettre en cause le projet. S'ils remettent en cause, ils n'ont plus jamais d'autres enquêtes. Et on peut ajouter à ça que les municipalités font le minimum de publicité sur les enquêtes publiques, ce qui est quand même très, très désagréable. Concernant le fonctionnement démocratique, il existe dans la Drôme une commune qui s'appelle Saillant, qui a fait l'expérience de la démocratie participative sur les 6 années du mandat écoulé. Et le rapport final est très bénéfique. Et la population a fortement participé à un grand nombre de projets élaborés et proposés par la municipalité au moyen de comités mixtes, 50% citoyens, 50% élus municipaux. Et ça a très bien fonctionné pour certains grands projets. On peut trouver sur le site de la ville. Je connais bien le cas de Saillant parce que du coup j'ai été formé aussi à démocratie locale par la personne qui a créé le collectif qui a remporté la mairie en 2014. Le problème, c'est qu'ils ont été battus. Ils ont beau avoir impliqué la population. Là, aux élections, la population a voté contre l'équipe sortante. Ce qui veut dire qu'il reste beaucoup de travail à faire pour convaincre. Merci Au Michel. final, il y avait qu'à peu près 15% de la population qui participait. Ouais. Même en étant très ouvert, en laissant tout le monde participer autant qu'il voulait. De ce que disait Tristan, donc la personne qui m'a formé, il y avait 200 personnes dans les commissions pour un village de 1200 habitants. Bon, c'est pas mal si on enlève les enfants. Alors, comment permettre aux citoyennes et citoyens, parties du professionnel, d'engagement réel et irréversible pour le tri sélectif et le respect des points de collecte? Alors du coup, moi j'ai travaillé dans le domaine, j'ai travaillé dans la gestion des déchets. Il n'y a pas vraiment. Enfin, j'ai envie de dire que le meilleur moyen, c'est d'interdire le plus possible les poubelles. Enfin, moyen de poubelle, mieux c'est en fait. Enfin, on n'a pas vraiment de solution. On a des territoires qui fonctionnent plutôt bien. Par exemple, en Alsace, il y a le territoire de Sud d'Alsace, l'Arguet, qui est considéré comme le territoire qui génère le moins de déchets en France. Et alors, bon, du coup, eux, la solution est simple. Hein, c'est le compostage
compostage le plus possible, parce que pour avoir travaillé sur le terrain là-dessus, même en Alsace, qui est une région considérée comme assez exemplaire en matière de tri des déchets, je trouvais quand même énormément d'erreurs de tri dans les poubelles, alors que les consignes étaient claires, écrites sur les poubelles, répétées tout le temps, partout, ça marchait pas. Donc il n'y a pas de bonne solution sur les déchets en fait. Si la bonne solution existait, je pense qu'on l'appliquerait déjà tous. Hein. Ma compagne m'a fait remarquer que pour les personnes qui disposent d'une toute petite cuisine, donc plutôt les personnes à faible revenu, avoir 3 poubelles ou 4, comme c'est le cas ici, est un problème sérieux d'espace. Sur les déchets, question corollaire par rapport aux déchets, le recyclage. Et le recyclage et la durée de vie des produits. Hein, c'est-à-dire, tout à l'heure a été évoqué le problème des ressources, hein, de la diminution des ressources et un jour peut-être de disparition de certaines ressources. Donc, l'idée, ce serait de faire durer un peu plus les produits. Donc, l'idée, ce serait de les réparer, de les rénover. Et l'idée, ce serait peut-être de lancer une ressourcerie dans la communauté de communes d'Honfleur-Beuzeville. Voilà. Alors, moi, j'invite, s'il y a des élus qui sont en ligne actuellement, j'aimerais bien qu'ils se positionnent un peu sur cette idée. Peut-on, au niveau de la Comcom, essayer de faire germer l'idée d'une ressourcerie? Donc, j'ai posé cette question de la gestion des déchets parce que je suis à Honfleur depuis 10 ans et j'ai été sidérée par le fait qu'on ait un ramassage de collecte quotidien et pour autant, on est inondé par les déchets en permanence. Donc, j'ai dirigé une crèche pendant 10 ans ici à Honfleur et je m'aperçois aussi que par l'éducation, les choses peuvent changer. Quand on commence à faire du tri sélectif avec les tout petits de moins de 3 ans, je pense qu'on germe des idées, on pose des graines et que ça peut forcément marcher. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, mais vraiment, je ne trouve pas de solution à cette problématique des déchets qui, ici, nous noie, quoi, littéralement. Là, le week-end dernier, c'était terrible. Après, concernant la ressourcerie, il me semble que ça fait déjà partie du programme municipal. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments à donner, mais c'est déjà sur le programme du maire de Honfleur. Donc, je pense que de la communauté de communes également. Oui. Est-il possible d'avoir la parole? Je vous en prie. Oui. François Chanteloup, DGS de la communauté de communes de Honfleur-Beuzeville. Super. Oui, excusez-moi, j'ai pas pu être en visio, mais par téléphone. Oui, peut-être avant de revenir sur la question des déchets, peut-être plutôt quelques points par rapport au brillant exposé de votre intervenant. Donc, nous sommes engagés, vous savez, sur le territoire de la communauté de communes sur tout un ensemble de projets. Alors, ça va peut-être pas aussi loin que l'intervenant le préconise, parce qu'il est au cœur d'une réflexion vraiment sur la transition écologique très avancée. Mais nous sommes, je pense, nous avons posé les fondamentaux là. Alors, je sais qu'il y a l'urgence, mais l'urgence, faut pas trop confondre vitesse et précipitation. Mais nous sommes sur un PLUIH qui va, dans le temps incompressible d'élaboration est de 4 ans. Alors déjà, nous sommes à 6 mois de passé. Nous, malgré le confinement, le bureau d'études que nous avons retenu travaille ardemment à collecter les données. Et donc, c'est un travail un peu silencieux pour le moment, mais qui, le moment venu, associera l'ensemble des acteurs du territoire, les élus, mais le citoyen, à minima via les associations que vous représentez tous autour de ce micro. De manière concomitante, nous avons un PLH qui est en cours, et puis l'intervenant a un peu décrié le PCAET, mais le PCAET, nous sommes engagés aussi dans cette démarche qui se parle d'ailleurs avec le PLUI ardemment. Et faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est quand même une démarche vertueuse qui aussi pour ce territoire va vraiment poser des fondamentaux. Et puis enfin, concernant les circulations, nous avons lancé un plan vélo intercommunal. Donc là encore, je rassure les SR Sud, votre association,
Le travail va reprendre, alors sous une forme qu'on va essayer de faire la plus ingénieuse possible pour associer le plus grand nombre malgré les contraintes que nous connaissons tous aujourd'hui. Et puis un plan de déplacement urbain à l'échelle intercommunale et qui zoomera successivement sur la petite agglomération honfleuraise qui, avec les communes d'Équemoville, la rivière Saint-Sauveur, Gonneville-sur-Honfleur, constitue autour d'Honfleur une petite agglomération. Donc toutes ces problématiques-là vont être regardées au travers l'élaboration d'un plan de déplacement urbain. Sur la question des déchets, j'ai travaillé dans les départements sur la question des espaces naturels sensibles. Il faut bien, par rapport aux installations liées à la collecte des déchets, il faut bien apprécier selon les secteurs dans lesquels on se trouve. Dans les espaces naturels sensibles, les forêts domaniales, tous les sites de cette nature, on prenait et on va vers le zéro poubelle parce que on a un public un peu éduqué, amoureux de la nature, qui sait repartir avec ses déchets. Par contre, quand on est dans l'hypercentre d'Honfleur, avec des flots touristiques, etc., eh bien, les cornets de glace, les papiers, les emballages divers et variés, dont on sait tous qu'il y en a trop, mais on peut difficilement les éviter. Et donc, là, il faut prévoir les dispositifs et si on met pas de poubelle et on trouve même qu'il n'y en a pas assez, et puis il y a la question de la manière dont on les gère, bien entendu, qui est toujours perfectible. On est dans ces domaines, dans des processus d'amélioration continue, hein, et sous l'effet des remarques des uns et des autres, nos méthodes peuvent évoluer. La question du tri, bien sûr, du recyclage, la question d'une ressourcerie. Vous savez que c'est un projet qui tient au cœur du maire d'Honfleur, d'aboutir sur un projet de recyclerie, alors que il y a des discussions en cours et certains que j'ai déjà entendus autour de ce micro y sont associés. J'ai bien aimé l'intervention de M. Allôme sur cette réunion a au moins le mérite de mettre en éclairage des acteurs que je ne connaissais pas à ce jour, et je pense qu'il faudra qu'on puisse se rencontrer pour avancer ensemble sur plusieurs pistes liées à l'alimentation, les circuits courts, et puis bien sûr des démarches vertueuses de production. Voilà très rapidement ce que je voulais dire au regard de ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Après, le lien avec le citoyen, effectivement, il est toujours un petit peu plus compliqué à établir. C'est pas que la volonté manque. Sur l'exemple concret du plan vélo, mais ça vaudra aussi pour tous les autres projets à venir, notamment les déplacements alors à l'échelle du territoire, où le PLU, etc., les associations, et elles le sont parfois bien sûr de droit, mais elles peuvent l'être aussi sur une démarche volontaire de la communauté de communes. L'exemple du plan vélo est bon, me semble-t-il. Nous y associons à ces réflexions l'ensemble des associations dont nous avons la connaissance. Voilà. Merci. Est-ce que je prends l'exemple de la ressourcerie? Monsieur Pubry aussi a confirmé que c'est au programme du maire pour cette mandature. Et effectivement, lors des réunions préparatoires avec Estuaire Sud, ici présents, donc Claude Blot et Michel Auvray, c'est une idée qui a regermé. Alors même les associations qui sont écolo du coin, est-ce que comment est-ce qu'on peut pousser, qu'on peut participer? Est-ce qu'on a aussi des idées? Voilà, donc Ulysse Blot. Ulysse Blot a parcouru le Calvados l'année dernière. J'ai laissé la parole, il va se présenter. Vas-y Ulysse, pour 5 à 10 minutes. Super, très bien. Donc moi c'est Blot, j'ai une formation d'ingénieur en bioressources. À la base je suis parisien et en fait pendant plusieurs années j'ai travaillé à Paris comme ingénieur en bioressources. Concrètement il s'agit de tout ce qui est gestion écologique de l'eau. Donc en fait c'est tout ce qui est utilisation des plantes, des micro-organismes, des champignons, des écosystèmes d'une manière générale dans la gestion des eaux de pluie ou des eaux usées. Et donc, j'ai travaillé à Paris chez un bureau d'études, un cabinet de conseil, un cabinet de paysagiste. Et j'ai toujours essayé de faire avancer les choses localement jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, les choses bougeaient très, très lentement. Et qu'en fait, même si la ville faisait de grands efforts pour avancer, j'avais l'impression que les choses n'iraient pas assez vite. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en dehors des grandes villes? Et comme j'en savais absolument rien, j'ai pensé que la meilleure façon de savoir, c'était d'aller directement sur place et de poser la question. Et donc, j'ai pris mon vélo et je suis parti pendant 3 mois
j'allais interviewer 64 maires tirés au hasard sur concrètement comment est-ce qu'ils gèrent leurs ressources en eau, en énergie, en agriculture, et sur comment est-ce qu'ils impliquent leurs citoyens. L'idée, c'était vraiment de comprendre concrètement ce qui se passait, ce que moi j'ai appelé mis sous le thème de la transition écologique, mais en fait, la question, c'était vraiment concrètement d'où viennent les ressources, par exemple, d'où vient l'eau potable qui sort du robinet, d'où vient l'énergie, d'où vient la nourriture, comment les citoyens s'impliquent. Voilà, donc c'était vraiment l'idée simple de comprendre concrètement ce qui se passe. La raison pour laquelle j'ai fait cette étude à vélo et pour laquelle je suis allé aussi en dormant chez l'habitant, c'est parce qu'en fait, c'est une étude qui est auto-organisée, auto-financée, c'est une étude citoyenne. Et donc, pour réduire les coûts, le vélo étant le moyen de transport le moins cher et le plus rapide qui existe. Et donc, voilà, et je dormais aussi chez l'habitant parce que c'est un très bon moyen d'être en contact avec les habitants. Et donc, c'était des gens que je rencontrais sur le chemin et qui me proposaient, ou pas d'ailleurs, de m'héberger chez eux. Et je n'ai, pendant ces 3 mois de périple, jamais dormi dehors. J'ai toujours été invité à dormir le soir. Et donc, à l'issue de ce périple de 3 mois, dans lequel j'ai interviewé donc des maires tirés au sort, donc aussi bien des toutes petites communes comme Périgny, 58 habitants, ou Caen, beaucoup plus grand. À l'issue de ce périple, j'ai produit une synthèse de quelques pages qui est disponible sur un site internet qui s'appelle La Route en commune, avec un S. Je crois que Johan vient de mettre un lien dans les discussions. Donc, La Route en commune. Et donc, ce PDF est disponible gratuitement en ligne. Il est aussi disponible en version papier pour ceux qui préfèrent la version papier. Disponible aussi à la commande en version auto-éditée, vendue à prix libre parce que le but du jeu, c'est que ça se diffuse. Ce document-là, il synthétise tout ce que j'ai pu voir, découvrir, comprendre avec ce regard extérieur d'une personne qui ne connaît rien et qui arrive et qui pose des questions très, très naïves, j'ai envie de dire, et très concrètes. D'ailleurs, le questionnaire est disponible à la fin de l'étude si vous voulez y jeter un coup d'œil, tout comme la méthodologie aussi de l'étude. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce processus on puisse le répéter, que chacun puisse se saisir de cette idée et d'aller voir un maire, son maire, ou le maire d'à côté, ou un autre maire, ou 2 maires, 10 maires. D'ailleurs, si ça vous intéresse, là, dès la fin, dès la reprise d'activité un peu après le déconfinement, j'organise justement, j'accompagne d'autres personnes qui partent sur la route et qui vont aller interviewer aussi d'autres maires tirés au sort dans d'autres départements que le Calvados. Et donc là, pour l'instant, il y a une 30aine de personnes qui sont intéressées. Si jamais vous avez envie d'aller interviewer des élus, n'hésitez pas, envoyez-moi un message via le site ou sur le chat. Là, je vous tiendrai au courant de comment faire pour recevoir les infos pour pouvoir partir. Et donc, ce document-là, il a plutôt bien vécu puisqu'il a été téléchargé des milliers de fois sur Internet, partout en France. Tous les départements, il y a eu au moins un téléchargement. Et puis, il y a aussi un très bon accueil de la part de la presse, aussi bien les médias locaux comme Ouest France ou plus large comme Télérama, France Inter ou La 3. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce document-là, il vit et il a comme objectif de permettre d'aborder le sujet de la transition écologique avec les gens, avec les élus, ses voisins, ses collègues, ses habitants. Dedans, concrètement, on y retrouve pas mal de choses. Là, je vais pas vous faire le descriptif parce que l'idée, c'est de me restreindre à quelques minutes de présentation. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil dedans. En gros, concrètement, l'élément le plus important que moi, j'ai réalisé durant ce périple, c'est que les maires ont un pouvoir immense au sein de leur commune. À chaque fois que je posais cette question-là aux maires, de savoir quels étaient en fait un peu les limites de leur pouvoir, ils m'expliquaient toujours que en fait, ils avaient un pouvoir très, très limité et qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, que par exemple, pas impliquer les élèves. Que la seule chose qu'ils avaient réussi à faire, par exemple, c'était d'ouvrir un magasin de producteurs dans la commune, mais que tout le reste, c'était impossible. Quand j'allais voir un deuxième maire, il me disait que tout était impossible pour lui, mais que la seule chose que lui, il avait réussi à faire, c'était de créer une commission de citoyens qui donnent leur avis sur la politique de la commune, ou qui sont même décisionnaires par rapport à des éléments concrets de la commune. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait été listé comme impossible par un maire avait été réalisé par au moins un autre maire. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais c'est qu'après avoir fait ce périple-là que je me suis rendu compte que le maire, voilà, il n'y a pas de choses impossibles. Certes, les choses sont très difficiles, elles peuvent être très difficiles, elles peuvent être compliquées, mais que très souvent, c'est les élus qui ne se sentent pas capables de le faire parce qu'ils n'imaginent pas que c'est possible, alors que, en fait, c'est faisable puisque très souvent, leur voisin l'a fait. Encore une fois, mon périple s'est restreint en Calvados. Et dans toutes ces communes-là, les communes tirées au hasard, j'ai trouvé énormément de superbes initiatives.
Donc voilà, donc les choses sont possibles. Et puis aussi un élément assez important suite à la discussion qu'on a pu avoir tout à l'heure sur comment faire bouger les habitants. Je me suis rendu compte que une des questions, ma question préférée que j'ai posée aux élus, c'est à quoi ressemble la commune de vos rêves dans un monde où tout est possible, à quoi ressemble cette commune? Et je me suis rendu compte qu'en fait, les rêves de ces élus, qui sont pourtant très différents, puisqu'il y avait des communes au bord de la mer, des communes dans les terres, des communes touristiques, d'autres pas du tout, des communes immenses, d'autres toutes petites. Le rêve de ces élus était quasiment tout le temps de faire en sorte que leurs habitants soient heureux. Et en fait, que leur rêve n'était pas fantasmagorique. Leur but, c'était pas d'avoir des voitures volantes ou d'avoir des choses incroyables. C'était vraiment concrètement de bien manger, d'avoir un air sain, une eau pure et des habitants heureux. Je veux dire, c'est des choses tellement simples, évidentes qu'on arrive à les oublier. Et que donc, une bonne façon, en tout cas moi qui m'a semblé une bonne façon d'aborder le sujet, c'est pas forcément de parler de transition écologique ou de voilà ce qu'il faut faire, mais juste de poser la question de à quoi ressemble votre rêve. Et quand on se pose cette question, on se rend compte qu'on a des rêves très similaires, qu'on est en fait quasiment tous d'accord sur ce que l'on voudrait. Et c'est une bonne base de travail pour discuter. Voilà, après, je crois qu'il y a un petit temps de questions. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, je vais me restreindre à ce temps-là pour pas trop dépasser mes 5 minutes. Mais voilà un peu la suite scientifique moelle de cette synthèse. Oui, un élément lors de mes interviews avec les élus, très souvent ils me disaient qu'ils n'avaient pas de pouvoir, qu'en fait tout se passait à l'intercommunalité, et surtout qu'ils étaient un peu en attente du fait que leurs habitants viennent les voir pour être force de proposition et pour leur dire quoi faire et pour s'engager. Quand je parlais aux habitants chez qui je dormais ou sur la route, ils me disaient qu'ils attendaient que le maire fasse des propositions et soit force d'action aussi. Donc en fait, ça m'a fait réaliser que peut-être la raison pour laquelle ça bougeait pas aussi vite, c'était que chacun attendait que l'autre bouge. Et donc, si la réalisation, la réflexion au-delà de ça, c'est qu'en fait, les maires ont besoin que les habitants viennent les voir directement, d'une part pour prendre conscience de la situation, mais aussi parce que pour pouvoir ensuite aller à l'intercommunalité et parler, avoir une légitimité, c'est important que les habitants fassent part aux élus de leurs besoins, de leurs envies. Et donc, à mon avis, il ne faut pas hésiter à demander un rendez-vous avec le maire ou avec les adjoints ou avec les élus d'une manière générale pour leur dire, bah voilà, moi j'ai rencontré ce problème-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, par exemple, une ressourcerie dans votre commune ou n'importe où, mais par exemple, vous voulez que la commune aide à mettre en place des jeunes agriculteurs sur le territoire, ne pas hésiter à envoyer un message à l'élu disant bonjour, je pense que c'est important ce sujet-là. Et en fait, si vous êtes tout seul, ça aura un impact limité, mais si vous êtes 3, 4, 5, 10, 100 personnes à envoyer un message au maire ou aux élus en disant que pour vous c'est un sujet important, le maire va prendre conscience que c'est important. Et comme son objectif, c'est de faire en sorte que les habitants soient heureux et en bonne santé, et qu'ils mangent bien et qu'ils vivent bien, il va prendre ça en compte. Et donc, on a toujours l'impression qu'on a un pouvoir minime, mais en fait, les élus sont des personnages accessibles. Et pour ça, il faut juste, entre guillemets, oser aller leur parler. Mais ça dépend de nous, habitants, d'aller voir ces élus, et d'aller leur poser des questions, et d'aller les interroger, voire même de faire pression sur eux. On a ce pouvoir-là, et on a même cette responsabilité-là d'agir. En tout cas, c'est possible. Moi, étant un personnage extérieur, voilà, je suis pas habitant du Calvados, et j'avais pas de lien avec le Calvados. Et j'ai pu avoir rendez-vous avec ces 64 maires, juste en demandant rendez-vous, et même avec le maire de Caen, avec le maire de Deauville, de Honfleur et d'autres communes. Voilà, il faut pas hésiter à demander. Au pire, ils refusent, mais au moins, on aura demandé. Merci, Ulysse. C'est Claude. Claude Blot. Oui, j'entends bien l'argumentation qui vient d'être développée. Alors, nous, du terrain, il nous remonte à peu près le sentiment contraire. C'est-à-dire que les citoyens s'adressent au maire, les citoyens parfois font des pétitions, et malgré tout, ils n'ont pas d'écho. Surtout sur les sujets peut-être un peu plus difficiles qui concernent effectivement les sujets qu'on vient d'évoquer sur la transition écologique, qui sont pas tout à fait encore rentrés dans les mœurs, qui sont pas forcément majoritaires. Hein. Tout à l'heure, on évoquait le cas d'une ville d'une ville du Sud où le maire s'est fait virer parce qu'il avait de bonnes idées écologiques. Vous voyez,
Donc, ne soyons pas trop angéliques. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour que la communication s'établisse correctement entre le citoyen et les élus en général. Néanmoins, je dis que sur Honfleur, entre autres, souvent on constate une réelle volonté de dialogue. Merci. Nicolas? Oui, ce que tu dis, Ulysse, c'est très juste. Et c'est vrai que le passage que tu évoques m'avait marqué dans ton livre, quand tu décrivais cette grosse intercommunalité où il y avait genre, je crois, 50 km ou 80 km peut-être entre les communes les plus éloignées. Et c'est vrai que ouais, c'est paradoxal parce que, en fait, au final, les Comcom n'ont pas forcément tant de pouvoir que ça. Alors, ça change à l'échelle de l'agglomération et de la métropole où là, il y a justement des compétences en plus qui font que ça commence à peser. Mais c'est vrai qu'en termes de Comcom, finalement, les compétences portent surtout sur l'environnement, le développement économique, un peu de voirie, et du coup, ça peut voir parfois l'éducation, mais du coup, ça va pas, c'est pas aussi puissant que ça. Mais le vrai pouvoir de l'intercommunalité, je l'évoquais dans les pouvoirs dans ma présentation, c'est vraiment l'idée de pouvoir mutualiser le matériel et les agents. Et du coup, c'est ça en fait, c'est un pouvoir qui est totalement sous-estimé. Mais c'est parce que les schémas de mutualisation ont été mis en place pendant le mandat qui vient de s'écouler, mais n'ont pas forcément été vraiment investis par les maires, considérant qu'en plus, finalement, il y a encore le problème, c'est que les communes sont encore dans une situation de concurrence entre les communes. Parce que du coup, c'est alors moins maintenant avec le transfert de la compétence économie au Comcom, mais avant, c'était vraiment chaque commune essayait d'avoir sa zone d'activité. Et du coup, si chaque commune a sa zone d'activité, ça veut dire qu'on pique les entreprises à l'autre commune. Donc, et c'est aussi chaque commune doit avoir son lotissement, parce que plus on a de lotissement, plus on a d'habitants, donc plus on a de revenus, et voire on peut franchir des seuils qui permettent d'avoir des compétences supplémentaires. Donc c'est ça aussi du coup qui fait que l'intercommunalité n'a pas été forcément pleinement investie, alors que du coup ce pouvoir de mutualisation c'est vraiment le point fort de l'intercommunalité, et c'est ça qui doit être, c'est peut-être l'enjeu de développement de l'intercommunalité pour ce nouveau mandat, de vraiment réussir à mutualiser le matériel et aussi du coup d'avoir une décision pleinement démocratique. Que c'est vrai que justement là ça va dans le mauvais sens. Il y a eu une réforme récente qui faisait que les petites communes avaient moins de représentants encore qu'avant. Mais c'est vrai que du coup c'est là où je t'expliquais, Ulysse, quand on a des Comcom qui sont aussi étendus, ça va pas. Il faudrait que mais bon, la tendance du législateur, vous me contredirez, Monsieur Chanteloup, mais je pense que là, on est à 15 000 habitants minimum pour une Comcom, mais je pense que dans les 10 ans, on va passer au-dessus des 20 000, peut-être 25 000. Donc la tendance, c'est à la concentration, et c'est une mauvaise tendance. Alors, encore que c'est ambivalent, ça peut être bien, ça c'est ses avantages et ses inconvénients. Mais bon, c'est vrai que la Comcom en tant que telle, est vraiment intéressante, même si le plus gros des pouvoirs pour agir sur la transition écologique, c'est quand même au niveau municipal, avec tous les services publics qui dépendent de la mairie. Merci Nicolas. Est-ce que les responsables de l'écologie de Honfleur et d'Ekémoville souhaitent prendre la parole? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la qualité et la richesse de tous ces échanges. Je suis content de voir que les principaux acteurs de l'écologie sur le territoire sont présents. Concernant la Junior Association, concernant vous-même, Monsieur Aglaé, le maire d'Honfleur crée le Conseil citoyen du développement durable, et ce conseil va intégrer bien évidemment toutes les bonnes volontés pour évoquer toutes les questions sur le thème de l'écologie. Bien évidemment, la ressourcerie fait partie des projets du mandat. Le plan vélo fait partie des projets du mandat. Ce sont déjà des dossiers qui sont sur la table. Nous avons déjà en Honfleur constitué une équipe de gens de terrain, de gens avec beaucoup d'expérience qui nous aident. Nous avons la chance d'avoir Ulysse avec nous. Voilà, en gros,
que nous sommes dans la bonne direction. Je crois beaucoup à la qualité demain des îlots de vie locaux. Voilà, nous pouvons, en tout cas, le pouvoir des élus locaux, c'est de créer des conditions de vie locales qui soient satisfaisantes dans l'avenir et vertueuses. Donc voilà, modestement, on essaie de travailler déjà au plan local et on sent la synergie aujourd'hui. Hein, le fruit est mûr. Voilà, j'aime bien employer l'expression, le fruit est mûr. Et je pense que dans les mois et les années à venir, on va véritablement changer de paradigme. C'est encourageant. Merci. Marie-Noëlle? Oui, bonsoir. Comme il y avait beaucoup de femmes qui se plaignaient on n'entendait pas les femmes. Donc, ce que je voudrais dire surtout, c'est que on a fait beaucoup de constats ce soir. J'avais mes 2 filles à côté de moi. Elles sont un peu déprimées d'entendre tout ça. Hein. Elles se disent, mais c'est quoi le monde qu'on nous laisse là? Je peux les comprendre. Je crois qu'on manque de projets, de société, parce que ce qui est important là, par rapport à la conférence, il y a la phase constat, mais ce qui est surtout important, c'est de réfléchir à la phase solution. Et je pense que ça mériterait une autre web conférence, vraiment pour parler solutions concrètes. Notamment sur la gestion des déchets, il y a un véritable levier sur Honfleur notamment, mais je pense que c'est une problématique que vous pouvez retrouver vous si vous êtes dans d'autres agglomérations. Il y a plein de choses à faire et il faut donner de l'espoir et une vision à nos citoyens. Voilà, alors moi en tant qu'élu, je trouve que voilà, c'est sans doute un des rôles qu'on doit jouer. C'est effectivement d'être un leader innovant par rapport à tout ça, de leur donner de l'espoir à la population qu'ils aient envie de nous suivre. Merci Marie-Noëlle. Avant de clôturer, est-ce que je vais passer une dernière parole peut-être à Nicolas Falampin, ensuite à Ulysse, Émilie, pardon. Vous avez la parole, Émilie. Moi, je voulais juste vous remercier parce que et donner mon petit témoignage en tant que nouvelle élue dans un tout petit village où on a formé une liste citoyenne de personnes qui n'y connaissent rien parce que il y avait pas l'ancien maire ne se représentait pas et qu'il n'y avait pas de candidature. Du coup, on n'a pas voulu fusionner avec la commune d'à côté et du coup, on est passé au premier tour évidemment. Et en fait, je suis vraiment super contente d'avoir assisté à votre conférence. Parce que je sens qu'il y a vraiment moyen de lancer un élan. Nous, on est vraiment minuscule, il n'y a même pas un commerce, hein, on est moins de 200 habitants. Mais justement, on est un petit groupe de 11, une moyenne d'âge de 30-40 ans. Et voilà, moi, j'ai puisé beaucoup d'inspiration dans tout ce qui a été dit ce soir. Et ça me motive, je vais faire un rapport et tout, on va motiver les troupes et puis voilà, essayer d'aller voir les autres communes et tout ça, et puis faire changer les choses petit à petit. On est dans le nord-est de la Somme, vraiment la Haute-Somme, un trou paumé, mais bon bref, en tout cas je suis très contente, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Lorraine, Clianso. Bonjour, je me rajoute juste suite à une expérience où j'ai développé pendant 2 ans un recyclerie à Strasbourg, donc qui était plutôt urbain, et je voulais souligner l'intérêt qu'on avait trouvé pour utiliser ce lieu comme lieu de sensibilisation et aussi de diffuser des idées. Donc j'ai entendu beaucoup parler de la ressourcerie pour la question recyclage, mais de ne pas négliger le moyen qui ça donne en termes de communication et visibilité, et qui s'était terriblement bien apprécié pour le lien humain qui permettait par la suite de faire des autres choses. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a beaucoup d'intervenants de qualité et on a beaucoup de choses à se dire. Je vais passer donc pour clôturer la parole, s'il n'y a pas d'autres questions, à Nicolas Falampin, ensuite Ulysse, Blo, et ensuite à SUR Sud.
et nous clôturerons la soirée. Donc pour rappel, cette présentation est disponible en ligne sur le site solutionlocale.fr. Donc c'est l'un des premiers articles donc qui s'appelle Engager la transition écologique. Hein, donc c'est comme le nom de la conférence, c'est pas très compliqué. Dessus il y a le diaporama et de manière générale sur le site vous trouvez toutes sortes de choses. Donc aussi bien des analyses stratégiques, de la méthodologie, des analyses, enfin des synthèses de rapports et de livres qui peuvent vous aider dans le processus de transition, mais aussi du coup des idées concrètes, développées comme une note de synthèse que je ferai à un élu, donc en présentant les avantages et les inconvénients et modalités pratiques de mise en œuvre de cette idée. Donc voilà, il y a plein de ressources à utiliser au niveau local, aussi bien communal qu'intercommunal, pour mettre en œuvre cette transition. Et donc du coup après c'est le rythme, c'est 1 ou 2 articles par semaine, donc il faut revenir régulièrement. Et sinon, si vous voulez, il y a aussi une newsletter où vous pouvez vous inscrire pour recevoir les articles directement chez vous, donc une newsletter par mois avec tous les articles écrits pour voir un peu de nouvelles idées à développer chez vous. Ulysse. Oui, déjà merci beaucoup. Mon objectif, c'est que les documents que j'ai pu produire servent un maximum, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à l'utiliser. C'est un très bon moyen pour aller, une façon détournée d'aller voir les élus, par exemple, en disant est-ce que vous avez lu ce document-là, qu'est-ce que vous en pensez, plutôt que d'aller frontalement leur dire faut absolument qu'ils changent leur pratique. Donc parce que je me suis rendu compte qu'en fait, à travers ce périple-là, que les élus, ils avaient envie de bien faire, mais ils savaient juste pas comment s'y prendre. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'aujourd'hui, je me suis donné comme mission d'accompagner les élus et de les aider à se poser les bonnes questions. Déjà, avant même de pouvoir trouver des réponses, déjà, trouvons les questions. Et donc, les accompagner dans cette réflexion-là sur ouais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est accessible, et surtout, comment est-ce que je peux travailler avec les conseillers et avec les autres élus et avec les habitants. Parce qu'en fait, les solutions, il y a rarement la bonne solution. Très souvent, la meilleure solution, c'est celle qu'on trouve tous ensemble quand on réfléchit, parce que les habitants sont très souvent les plus aptes à savoir ce qui est bon pour eux. Et donc, les habitants et les élus font partie des habitants, hein, tout le monde est là-dedans. Donc, n'hésitez pas à utiliser le document, ou même, je peux venir aussi, comme Nicolas, venir présenter l'étude, si vous le souhaitez, à utiliser ce document-là pour faire avancer le sujet chez vous. Encore une fois, c'est disponible sur le site en commune avec un s.fr. Disponible gratuitement. Et l'objectif, c'est que ça avance et de contribuer chacun à son échelle pour faire avancer le tout.